Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire trimestriel. Eh bien oui, effectivement, nous terminons le troisième trimestre aujourd'hui même. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024. Et comme tous les trimestres, avec Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Antoine, bonjour à toutes Mm, et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire donc mm. trimestriel comme tu l'as bien dit. Voilà, alors sur ce webinaire, pardon, on va essayer déjà de donner des perspectives pour la fin 2024 et ouvrir sur 2025. Euh, alors, si on regarde le sommaire, il y a en quatre parties. Donc, première partie, quid de la croissance mondiale en 2024 et 2025. On va revenir avec Marc sur effectivement toutes les statistiques macroéconomiques qui sont ressorties, qui peuvent nous permettre de donner une tendance sur la croissance mondiale. Ensuite, on va revenir sur les taux d'intérêt aussi, zone euro, États-Unis. Comment vont évoluer ces taux d'intérêt avec effectivement ce cycle de baisse de taux de la part des banques centrales. En troisième partie, on va se focaliser sur la France. Effectivement, vous avez dû voir que la France, eh bien, on a justement des statistiques qui sont médiocres, pour pas dire un terme plus mauvais, mais et les taux d'intérêt aussi de la France remontent. Marc va bien évidemment en parler. Et puis on va terminer comme souvent par les marchés financiers. La volatilité va rester forte. Effectivement, vous avez dû vous en apercevoir, la volatilité actuellement et depuis le début de l'année d'ailleurs est bien supérieure aux dernières années. Voilà. Alors, Marc, on va commencer par quid de la croissance mondiale en 2024 et 2025. Voilà. Ben, j'espère que ça vous plaît ce programme évidemment, parce que c'est Mm. un petit peu les interrogations que nous avons aujourd'hui. Donc bien sûr, on va essayer de voir ça avec des graphiques réalisés sans trucage, hein, je le dis à chaque fois. Donc c'est important de visualiser pour mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et évidemment, bien sûr, je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos Mm. questions. Et Antoine me fera le relais entre guillemets et me posera les questions que vous souhaitez me poser. Alors, on commence tout de suite avec, j'ai envie de dire, une nouvelle assez sympathique puisque au niveau de la croissance mondiale, ça reste bon. Alors, c'est les derniers indicateurs des directeurs d'achat. On n'a pas encore le mois de septembre, on l'aura dans 3 jours exactement. Mais pour le mois d'août, c'est vrai qu'on était sur un niveau de 52,9. Alors, vous connaissez, c'est l'enquête des directeurs d'achat. Donc, au-dessus des 50, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc là, 52,9. Donc on voit bien avec la corrélation avec la croissance ici. Eh bien, donc là, c'est l'indicateur composite monde. Donc ça veut dire qu'on est sur une croissance mondiale, voilà, pile autour des 3%. Donc c'est bien. C'est vrai que la moyenne sur longue période, c'est 3,5% de croissance mondiale depuis une trentaine d'années. Donc là, on est un petit peu en dessous, mais ça reste plutôt favorable. Donc on est très très loin des craintes de certains qui nous disent oui, ça y est, une récession qui est là, etc., qui est en train d'arriver. Alors, on verra tout à l'heure, évidemment, dans le détail, ce qui peut se passer notamment en Chine, qui est la grande inquiétude. Alors, justement, je vous propose de commencer avec donc la répartition de cette croissance. Donc, je vous ai fait un petit tableau. Donc, en fait, c'est très simple, hein. La première colonne, ce sont les chiffres de prévision du FMI. Et la deuxième colonne, ce sont mes prévisions, les prévisions de mon cabinet à ces défis. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Alors, un petit peu sur l'Inde, par exemple, c'est vrai que l'Inde va très bien. L'Inde reste la locomotive de la croissance mondiale. Donc, on est sur une dynamique de 7 à 8% de croissance. C'est quand même assez fort. Et c'est vrai que l'Inde continue de bénéficier, j'ai envie de dire, des prises de parts de marché, donc rattrapées sur la Chine, entre guillemets. Et c'est vrai qu'avec le coronavirus, la Chine a perdu énormément de parts de marché, que ce soit vis-à-vis de l'Inde ou d'autres pays émergents. La Chine n'arrive pas à les récupérer. Donc, l'Inde conserve ses parts de marché. L'Inde profite également toujours des liens commerciaux qu'elle a tissés avec la Russie. Alors, elle n'en avait pas jusqu'à la guerre en Ukraine. Et puis, depuis la guerre en Ukraine, elle achète du pétrole russe qu'elle raffine, qu'elle utilise pour elle-même et puis qu'elle revend ensuite au reste du monde, y compris en Europe, hein. Donc, c'est vrai qu'elle contourne un petit peu l'embargo. Et donc, l'Inde, finalement, bénéficie d'une croissance assez forte avec également une dynamique d'investissement, d'innovation qui est quand même pas trop mauvaise. Alors, on verra tout à l'heure, il y aura des petits bémols, notamment en termes de PIB par habitant, hein. L'Inde a encore un problème on va dire de niveau de richesse, hein, donc de pauvreté qui est encore extrêmement fort en Inde. Donc on le voit ici, l'Inde reste sur donc, la locomotive de la croissance mondiale, entre 7 à 8%. Sur la Chine, on le voit, alors on est autour des 5%, même je suis un petit peu au-dessus à 5,5. On a eu, donc ça c'est quand même la grosse nouvelle de la semaine dernière, le gouvernement chinois qui a donc annoncé un nouveau plan de relance
alors, entre 100 et 300 milliards de dollars, peut-être même un peu plus. Alors, beaucoup sont satisfaits, notamment les marchés, ils sont un petit peu partis sur une euphorie, notamment dans le luxe. On s'est dit, ça y est, la Chine va soutenir la consommation. Moi, je suis un petit peu moins euphorique parce que c'est une relance, on va dire, conjoncturelle de la Chine, alors que la Chine a des problèmes structurels, notamment sur son secteur immobilier, sur le vieillissement de la population, sur également le niveau de vie qui a du mal à s'améliorer finalement aujourd'hui en Chine. On verra tout à l'heure dans le détail. Et donc, il faut faire attention parce que là, la Chine, elle commence à utiliser donc l'arme de la dette publique. Elle fait un peu comme nous, si vous voulez, hein, c'est-à-dire que ce soit les États-Unis ou l'Europe et notamment la France. Et donc, attention, ça devient dangereux parce que elle utilise un petit peu donc ses cartouches en termes de dette publique. Et donc, elle se met en danger entre guillemets. Donc, moi, je pense que attention, il ne faut pas être trop euphorique hein, sur la Chine. 5% de croissance, par exemple, on présente ça comme une très belle performance. Pour nous, bien sûr, ce serait formidable, mais 5% de croissance pour la Chine, c'est insuffisant pour augmenter le niveau le niveau de vie des Chinois, donc augmenter le pouvoir d'achat des Chinois. Donc ça reste quand même très limité, donc il faut être extrêmement prudent. Sur la Chine, on va en reparler tout de suite. Alors après, il y a, au niveau mondial, vous voyez, on a à peu près voilà, autour des 4,3-4,5% pour les pays émergents. Le monde, c'est autour des 3%. Le FMI est un peu plus optimiste que moi, 3,2%. Bon, la Russie, 3,2%. Ensuite, on a les États-Unis qui résistent bien, 2,6-2,8% de croissance. J'en parlais tout à l'heure parce que tout à l'heure, on verra les écarts entre les États-Unis et la zone euro. Ça sera la deuxième partie. Et après, on a le détail. On voit que malheureusement, eh bien, sur la deuxième partie du tableau, on a les pays donc, de la zone euro qui souffrent. On a d'abord la Suisse et le Canada, hein, c'est plus ce que c'était, ça ralentit fortement. Et après, effectivement, on a donc la France, la zone euro, l'Italie, le Royaume-Uni, donc qui résistent bien. Là, donc, également un point d'achoppement avec nos amis du FMI. Je suis un peu plus optimiste, hein, je suis à 1,3% de croissance sur le Royaume-Uni. Et on voit surtout l'Allemagne qui est en train de s'effondrer. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux pour l'ensemble de la zone euro. On verra ça tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que la Chine, malgré le rebond hein, de l'Inde, on va voir sur le graphique suivant, ça reste la première puissance mondiale quand on regarde en termes de parité de pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire qu'on isole les différences de pouvoir d'achat entre les États-Unis et la Chine et les autres pays. Donc, on voit que la Chine, elle est devant hein, les États-Unis en termes de poids dans le PIB mondial. On est à 19%, alors que les Américains sont autour des 15%, la zone euro autour des 11%, et bon, la France autour des 2%. Donc, on se rend bien compte que on est sur une dynamique. Donc, la Chine, en fait, elle est devenue la locomotive de la croissance mondiale. Elle est la première puissance mondiale. Et maintenant, elle a du mal, effectivement, à nous rattraper. Alors, je vous ai fait un petit match BRICS G7. C'est-à-dire, vous savez, c'est les G7, c'est donc les 7 pays les plus industrialisés. Les BRICS, bien sûr, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Il y a d'autres pays qui sont arrivés, mais ça ne représente pas beaucoup par rapport à l'ensemble des BRICS. Et donc, on voit que depuis 2021, une sorte de point d'inflexion où donc ces fameux BRICS ont un poids dans le PIB mondial en parité de pouvoir d'achat supérieur au poids du G7. On voit l'évolution du graphique. Hein. Il commence en 1980. À l'époque, le G7, c'était 50% du PIB mondial. Maintenant, c'est moins de 30%, alors que effectivement, les BRICS, c'est 32,7%. Alors, ces BRICS sont quand même amenés, on voit sur le graphique suivant, par la Chine. C'est-à-dire que sans la Chine, les BRICS, c'est quand même pas grand-chose. Il faut être honnête. Donc, la Chine, 19% du PIB mondial. L'Inde, 7,9%. Donc, après, on a la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud qui est évidemment très, très loin. Donc, pourquoi la Chine, en fait, elle ralentit aujourd'hui? Ben, c'est très simple. Hein. C'est une loi physique, si on veut dire. Les arbres ne montent pas au ciel. Même les séquoias, il faut bien qu'ils s'arrêtent à un moment. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique suivant. Je vous ai montré l'évolution donc du PIB chinois. Attendez. Voilà. Merci Antoine, parce que c'est Antoine qui passe les graphiques au fur et à mesure. Et donc, on est sur un niveau, vous voyez, quasiment 4000% d'augmentation du PIB chinois hors inflation depuis 1980. L'Inde, elle fait 1200%. Donc, vous voyez que même si elle se rattrape, elle est quand même très, très loin de la Chine. États-Unis est plus 200%, France plus 100%. Évidemment, donc c'est normal, on est la France, c'est un pays développé, mais on voit que c'est quand même moitié moins que ce qu'ont fait les Américains. Et donc, vous voyez, on est sur 1% de croissance par an. C'est évidemment très faible pour la France, on en parlera tout à l'heure. Mais pour la Chine, elle a maintenant ce qu'on appelle une crise de croissance. Une crise de croissance, ça veut dire qu'elle a tellement donc, cru, hein, dans du verbe croître, qu'effectivement,
effectivement, elle est en train d'aujourd'hui ralentir tout à fait logiquement. Et donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles, je pense, pour l'économie chinoise. C'est vrai que la Chine a fait d'énormes progrès, hein. La Chine, il y avait à peu près 100 millions de Chinois qui vivaient correctement, ça veut dire comme des Européens au début des années 2000. Maintenant, ils sont 700 millions, donc c'est quand même énorme en termes de progression. Mais il manque encore 700 millions de Chinois qui attendent justement. Et c'est tout ce problème-là, c'est que justement ces 700 millions qui attendent, qui sont encore dans la pauvreté, ben, ils ont du mal justement à monter, à prendre le train. Donc c'est ce qui fait que la Chine aujourd'hui souffre. Et ça, c'est un vrai enjeu social et sociétal pour la Chine. Donc c'est qu'on a l'image d'une Chine qui avance comme ça, comme un train à grande vitesse. Mais là, aujourd'hui, elle est en train de ralentir et il faut faire attention parce que justement, il y a quand même pas mal de demandes justement de démocratie. Les Chinois ont beaucoup souffert pendant le coronavirus et maintenant, ils sont plus prêts à accepter, je dirais, de casser, de rogner sur leur liberté. Donc attention, d'un point de vue sociétal, ça peut être dangereux. Donc là, je vous ai mis en termes maintenant de PIB par habitant parce que le gros problème des fameux BRICS, justement, c'est le PIB par habitant, c'est-à-dire qu'en termes de richesse par habitant, ils sont très très loin. Donc là, vous avez le classement selon les chiffres du FMI. Hein, donc, bon, évidemment, pour Luxembourg est premier, hein, on peut comprendre pourquoi. L'Irlande, qui était très très loin il y a quelques années, est en train de rattraper. Et on voit que enfin, voilà, les États-Unis sixième, et on voit, vous voyez, la Chine 72e au niveau mondial en termes de PIB par habitant, donc ils sont quand même très très loin. Le Brésil 82e, l'Afrique du Sud 111e et l'Inde, vous voyez, 138e. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est la clé de ces pays-là. Ces pays ont connu une forte croissance, très bien. Maintenant, il faut fertiliser. Ça veut dire il faut réussir à ne pas concentrer les richesses entre certaines mains. Il faut arriver justement à fertiliser l'ensemble de cette richesse pour toute la population. Et ça va être très compliqué. Donc, on voit que notamment sur le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde, il y a quand même encore un niveau de développement qui est quand même très, très bas. Alors, je vous ai fait un autre petit tableau. On n'aura pas le temps de tout commenter, mais vous aurez les chiffres pour voir justement la variation le classement entre 1990 et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vient de le voir, le classement, donc Luxembourg numéro 1. En 90, il était deuxième. Regardez l'Irlande, c'est intéressant parce que l'Irlande était 23e au niveau mondial en termes de PIB par habitant en 90. Aujourd'hui, l'Irlande est deuxième. Donc là, on voit l'Irlande, bon, sa mesure, on la connaît, hein, ça a été de baisser les impôts, elle a fait du dumping, je dirais, fiscal, et ça a marché. Donc, il faut comprendre que les pays qui baissent les impôts, ça fait de la croissance, et à l'inverse, les pays qui augmentent les impôts, on en parlera tout à l'heure en France, eh bien ça casse effectivement l'activité économique. Donc voilà, même les Américains, ils ont gagné 4 places. Vous voyez, les États-Unis, pour c'est un pays riche, entre guillemets, ils étaient 10e en 90, ils sont 6e aujourd'hui. Par contre, là, c'est beaucoup plus triste pour nous les Français, on était 11e en 90, on est 25e aujourd'hui. Donc là, on se rend compte du déclassement malheureusement de la France. Alors si maintenant on repasse aux pays émergents, tout à l'heure je parlais de la France, hein, donc je ne vais pas trop en dire maintenant, mais vous voyez, la Chine par exemple a fait une progression assez importante, hein, de la 138e place, elle passe à la 72e place. Donc il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est quand même pas mal. Par contre, regardez bien, le Brésil, il a perdu des places. Le Brésil s'est appauvri, c'est 54e, il est 82e. Pareil sur l'Afrique du Sud, et l'Inde reste au même niveau. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le point d'achoppement pour l'ensemble des pays donc émergents entre guillemets, parce que je sais que beaucoup se disent aujourd'hui, ah bah tiens, on va acheter de la bourse des pays émergents, ça va cartonner. Attention, restons extrêmement prudents. Il y a quand même une fragilité sociale et sociétale dans les pays émergents. Donc ils ont ils ont connu une croissance forte. Maintenant, effectivement, c'est en train de consolider. Donc, quand même, prudence, y compris d'un point de vue boursier. Donc, je termine au niveau mondial sur la Ah, Chine, parce que là, on voit les indicateurs avancés de la croissance, donc les indicateurs des directeurs d'achat. On aura le mois de septembre que demain et dans 2 jours dans les services. C'est l'indice CAC-Tin, donc des directeurs d'achat. Et donc là, on voit bien que bah, c'est pas génial. Vous voyez que en vert, c'est dans les services, en rouge, c'est dans l'industrie. On est quand même autour des 50, quoi. C'est pas une activité très, très dynamique. Donc, vous voyez que la croissance se maintient, c'est la courbe bleue, autour des 5%. Donc, on a du mal à faire de la croissance forte pour l'instant en Chine. Ce qui sauve encore la Chine, c'est le graphique suivant, voilà, c'est effectivement le commerce extérieur. Il y a toujours, mm. vous voyez, le mois dernier, on a fait 91 milliards de dollars d'excédent commercial pour la Chine, donc ça remonte. Et sur 12 mois, on est à 891 milliards. Donc c'est la courbe bleue. Bon, on n'est pas sur les records de 950 milliards d'il y a quelques trimestres, mais on est quand même sur un bon niveau. Donc là, attention, au niveau de la stabilité mondiale, c'est aussi un petit peu dangereux ce qui se passe en Chine, parce que comme la Chine a perdu des parts de marché, elle veut le récupérer.
Et comment fait-elle pour les récupérer? Eh bien, elle fait du dumping, c'est-à-dire elle baisse les prix. Il y a de la déflation aujourd'hui sur les produits chinois, donc pour essayer de reconquérir des parts de marché. Et donc, évidemment, ce qui leur permet, on le voit ici, d'avoir quand même un excédent commercial sympathique, mais ça génère une concurrence très forte vis-à-vis de nos pays, de nos produits. Donc, ça veut dire qu'on pourrait nous perdre effectivement des parts de marché au profit de la Chine. Donc, toujours est-il que la Chine résiste bien, mais elle n'est pas en mesure de battre les États-Unis. Le yuan n'est pas en mesure de concurrencer le dollar. Donc, il va falloir rester prudent pour l'instant. Et donc, ce qui veut dire que la Chine, là aussi, va connaître une croissance autour des 5%. Donc, c'est bien. C'est pas non plus l'euphorie. Et donc, je rebondis sur le plan de relance chinois qui a fait tant plaisir au marché. Soyons prudents quand même, puisque les Chinois aujourd'hui, malheureusement, n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre et ils ont surtout une crise immobilière à digérer. Ils ont un mouvement de surinvestissement qu'il faut également digérer, une consommation qui a du mal à être dynamique. Donc la Chine est vraiment dans une crise de croissance. Donc voilà, 5% de croissance, c'est bien. Et pour la Chine, ça reste un petit peu moyen. Alors, encore une fois, il ne faut pas enterrer la Chine. Elle va rester une grande puissance, bien entendu. Elle va continuer de croître, d'être la première puissance mondiale même. Mais attention quand même, pas trop d'euphorie sur la Chine. Et moi, je pense que ce plan de relance, justement, il est plus inquiétant qu'encourageant, ce qui montre que la Chine est en train de perdre pied. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a évidemment énormément de réserves de change, plus de 3 000 milliards de dollars. Elle a 1 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc, évidemment, ça la protège. Donc, la Chine va rester quand même une locomotive de la croissance mondiale. Et voilà, elle va maintenant avoir une nouvelle croissance structurelle. C'est plus 8-9% ou 10%, c'est plutôt 5%. Donc, ça veut dire que la croissance mondiale, comme après 80% de la croissance mondiale venait de Chine, mécaniquement, la croissance mondiale, elle aussi, va revenir vers un niveau de 3%. L'Inde remplace progressivement la Chine, mais elle ne peut pas à elle seule tirer l'ensemble de la croissance mondiale. Donc, on a bien dans les BRICS, la Chine qui reste leader, mais elle n'a pas encore les moyens de complètement concurrencer les États-Unis et d'imposer le yuan, notamment au niveau des réserves de change, au niveau des transactions mondiales. Donc c'est ce qui va permettre aux États-Unis de conserver le rôle phare du dollar et donc ce qui va permettre malgré tout de sauver l'économie américaine encore pour les prochaines années. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Je conclus donc pour une croissance mondiale de 3%, 5% pour la Chine, 8% pour l'Inde et à peu près 2,8% pour les États-Unis. Voilà ce qu'on Très peut bien. dire dans ce premier point. Est-ce qu'il y a Mm. déjà des questions peut-être, Antoine? Alors non, il n'y a pas des questions sur la croissance. Pour l'instant, d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit en préambule, mais n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On y reviendra durant le webinaire et même on peut y répondre ici par écrit. Voilà. Merci Alors, Marc pour déjà cette première partie. avec plaisir, avec Et plaisir. Voilà, non, ça, c'était important de faire Mhm, ce point global. Il n'y a pas de mhm, récession mondiale. Pour l'instant, on est quand même voilà. sur un niveau sympathique. Donc, il n'y a pas de raison. Là aussi, les banques Mhm, centrales ont un petit peu paniqué, notamment la Réserve fédérale. On va maintenant justement en parler. Donc, elle a baissé le taux d'intérêt de façon un petit peu excessive, selon moi. Je vais montrer maintenant pourquoi dans justement le deuxième point. Donc, justement, on va voir le match États-Unis-zone euro. Et c'est vrai que, alors là, je reprends les chiffres justement du mois de septembre sur les indicateurs des directeurs d'achat. Il y a une première estimation. Tous les pays ne diffusent pas des premières estimations. Par exemple, il y a pas la Chine. Voilà les pays qui ont publié donc les premières estimations sur le mois de septembre. Donc c'est toujours très bon en Inde. Ça ralentit un peu partout. C'est toujours quand même très bon en Inde. Vous voyez qu'on est quasiment à 60. Ça, c'est l'indicateur composite. Les Américains résistent bien également. Ça baisse un petit peu, mais 54,4, c'est quand même pas trop mauvais. Le Royaume-Uni aussi résiste bien, 52,9. Le Japon aussi, 52,5. Donc là, on a voilà, les pays qui restent en croissance. Et puis après, malheureusement, ça y est, on passe sous la barre des 50. Donc, on le voit ici. On a l'Australie qui, effectivement, est en train de passer donc, nettement sous les 50. Ça va, Antoine? Je vois que le Ah, graphique on voit les graphiques, c'est bon? Parce que- oui, oui, ah, d'accord, oui, ok. me Parce que je vois semble-t-il. que ça. Moi, j'ai Ah, pas les graphiques, c'est pour ça. Non, c'est bon. d'accord. Non, je te fais confiance. Ah, non, non. Attends, attends, Donc, on a pas tous les 50 effectivement qui sont en Australie, et puis surtout en Hmm. zone euro. Ça y est, on repasse en zone de récession, donc sous la barre des 50, un plus bas depuis janvier 2024. En fait, au mois d'août, il y avait un petit effet d'optique, c'est l'effet JO, entre guillemets, les JO de Paris. On voit que notamment sur la France, il y avait un boom à 53,1, et hop, au mois de septembre,
on repart, mais c'est une très forte baisse, hein, on repart à 47,4, c'est-à-dire le niveau normal. Donc il y a vraiment un effet très temporaire des JO. Ça nous a coûté à peu près 12 à 15 milliards d'euros. Ça va nous rapporter 3 à 4 milliards. Bon, on a l'habitude de noter que les JO, c'est pas rentable, mais quand même, par rapport à ceux qui croyaient que, évidemment, c'était une euphorie, oui, ça a duré un mois, donc tant mieux, c'était sympa, on a bien rigolé, on était content d'avoir des médailles. D'un point de vue économique, c'est pas génial. Donc là, on voit que malheureusement, la zone euro, la France, on repasse nettement sous la barre des 50 et évidemment l'Allemagne qui ferme la marche et qui est dans une récession très très grave. L'Allemagne souffre énormément. On va en parler dans le détail, mais d'abord faisons un petit point. Le match États-Unis-zone euro, et là, un graphique assez dur à supporter. Peu de monde d'ailleurs le connaît, hein. Je le montre de temps en temps sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que on voit ici qu'on a cet écart de croissance. Regardez bien, depuis 1995, vous avez la variation du PIB américain et du PIB de la zone euro. Donc les États-Unis c'est en bleu, la zone euro c'est en rouge. 102,5% aux États-Unis, hors inflation. Dans la zone euro sur la même période, 52,5. Il y a 50 points d'écart. Je ne sais pas si on se rend compte, faut le dire, c'est un échec, hein, c'est l'échec de la zone euro. J'y ai cru, on y a tous cru, on a créé la zone euro pour concurrencer les États-Unis et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Donc quand je vois que l'euro s'apprécie, évidemment, ça n'a aucun sens, hein, d'un point de vue économique. La hausse de l'euro par rapport au dollar notamment n'a pas de sens économique. Elle est certes spéculative. Les Américains également la favorisent parce qu'ils ont besoin d'un dollar pas trop fort. Mais néanmoins, on se rend bien compte de cet écart de croissance qui est énorme. Et surtout, ça c'est donc sur le passé, cet écart va continuer. Si on voit les indicateurs des directeurs d'achat, on les retrouve, c'est le graphique suivant. Regardez bien. Et voilà, on le voit ici. On a un écart. Donc là, la courbe bleue, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est à quasiment 55 sur l'indicateur composite, donc tout secteur d'activité. Et donc, dans la zone euro, on passe sous les 50, hein, en plus bas depuis janvier 2024. Et regardez bien cet écart, c'est l'un des plus élevés qu'on ait jamais enregistré. Alors, bien sûr, en dehors de la période du coronavirus, je vous ai fait sur le graphique suivant justement la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge. Et donc, regardez bien, on a un écart aujourd'hui de 5,5 points donc, entre la situation américaine et de la zone euro. Si on enlève l'effet, la période Covid, parce que c'est un petit peu artificiel, un petit peu bizarre, c'est un niveau qui n'a plus été atteint depuis septembre 2014. Donc là, on se rend compte de l'ampleur des dégâts. La zone euro va très mal, à cause notamment de l'Allemagne, on verra tout à l'heure. Les Américains résistent bien. On a cet écart qui ne colle pas du tout, encore une fois, avec la hausse de l'euro. L'euro, si on regarde les écarts de croissance, doit au contraire baisser. Bon, il y a une sorte d'effet d'optique, d'aveuglement, c'est vrai, bon, ça continue comme ça, mais néanmoins, on voit que la zone euro, c'est ça, donc encore une fois, ce sont les perspectives, malheureusement, va très très mal. Et si on voit dans le détail des chiffres, là, c'est la zone euro, la courbe verte, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc dans les services. En rouge, c'est dans l'industrie. Regardez, en rouge, hein, ça fait quand même 28 mois de baisse de l'activité industrielle, selon les directeurs d'achat. C'est quand même des chiffres dramatiques, hein. Et les services, pareil, là on est à 50, quasiment 50. Donc on voit que le PIB, c'est la courbe bleue. On va rester sur une croissance nulle, voire négative, donc une baisse du PIB au cours donc des prochains mois. Alors pourquoi la zone euro va si mal? Eh bien, c'est parce que sa locomotive, l'Allemagne, va encore plus mal. Je vous ai mis le graphique suivant, la situation de l'Allemagne aujourd'hui. C'est pas folichon, on l'a vu tout à l'heure, l'indicateur composite. Là, on voit dans les services, on est à 50, et dans l'industrie, pareil, ça s'effondre complètement. Un niveau très, très inquiétant, on est autour des 40. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie allemande, qui était le fer de lance, hein, est en train de souffrir, en train de s'effondrer. Une récession, là aussi, qui date depuis 28 mois, donc c'est assez dramatique. Et alors, on a vu Volkswagen notamment, qui est en train de souffrir énormément. Donc là, les Allemands payent évidemment leurs erreurs. Ils ont été très sérieux sur la dette publique, ils ont réduit la dette publique, ils ont réduit les déficits, ils ont même eu des excédents publics, ils ont fait le boulot, on va dire, d'un point de vue du sérieux budgétaire. Par contre, ils ont fait des erreurs stratégiques sur la fin du nucléaire. Évidemment, là, ils payent complètement à la fin du nucléaire. Sur leur dépendance par rapport aux produits chinois, aux exportations vers la Chine. On voit que la Chine, aujourd'hui, elle leur achète de moins en moins de produits. Donc l'Allemagne souffre, bon, elle ne va pas s'effondrer, hein, mais tout de même, elle souffre énormément. Et donc, si la locomotive de la zone euro, donc
l'Allemagne, c'est 33% du PIB de la zone euro, va mal. Et ben, à ce moment-là, évidemment, l'ensemble de la zone euro souffre. Et ça, c'est évidemment particulièrement douloureux, particulièrement difficile. Alors, je sais que certains se réjouissent, entre guillemets, des déboires de l'Allemagne, mais non, on ne peut pas se réjouir parce que déjà, il y a un effet d'entraînement sur l'ensemble de la zone euro. Et surtout, si l'Allemagne va mal, eh bien, à ce moment-là, elle n'est plus prête à accepter, je dirais, les dérapages, notamment de la France, notamment sur les dépenses publiques et la dette publique. Et là, ça peut poser un problème sur la stabilité de la zone euro. La France pourrait, on verra tout à l'heure, créer une crise de la dette publique et parallèlement une crise de l'ensemble de la zone euro. Donc là aussi, il faut être extrêmement prudent. Je pense que la France a tellement joué avec le feu que maintenant, ça y est, on se brûle et ça peut faire très mal. Et l'Allemagne ne sera pas prête à accepter. J'entends souvent, on me dit oui, mais bon, la BCE, elle fera la planche à billets, tout ira bien, etc. Attention, la planche à billets, selon les Allemands, c'est interdit. Donc, si vous vous souvenez, hein, pendant le coronavirus, donc quand la BCE a commencé à faire la planche à billets, la cour allemande de Karlsruhe a interdit ça. Et il a fallu l'intervention d'Angela Merkel pour dire, écoutez, c'est le coronavirus, on est tous enfermés, etc. Laissons la BCE faire la planche à billets, on verra après. Bon, donc elle a laissé faire, donc ce qui n'a pas d'ailleurs très bien marché parce que ça a également généré de l'inflation, sauf que maintenant qu'elle a arrêté la planche à billets, enfin elle n'a pas complètement arrêté parce qu'elle intervient de temps en temps, elle achète encore des dettes publiques, mais elle a quand même limité. Si jamais on a besoin, demain un pays a besoin de faire cette planche à billets, par exemple la France, l'Allemagne dira non. Enfin, elle dira nein, hein, plus précisément, parce que c'est différent. Mais c'est clair que l'Allemagne refusera. Et ça, je pense que les marchés ne sont pas du tout préparés à cela. Ils pensent que la BCE sera toujours là pour faire la planche à billets. Eh bien non, elle ne sera pas là. La planche à billets, c'est terminé. Et elle ne reviendra pas en arrière. Elle ne soutiendra pas la dette publique française. Alors, avant de parler effectivement de cette dette publique française, voyons les chiffres de l'activité française. Donc, graphique d'avant, s'il te plaît, Ouais. Antoine, parce que j'ai justement sur les services et l'industrie, on voit très bien, là, tu vois, la courbe verte, c'est l'indicateur service. Mm. Donc en France, on voit très bien l'effet JO, hein. Il y a eu un effet Oui. JO, voilà, C'était à au 55 mois d'ailleurs. d'août, 55 le. une flambée comme Mm. ça, assez incroyable, temporaire. Et là, boum, on repasse donc largement sous les 50, autour des 47. Dans l'industrie, ça n'a pas bougé, hein. Ça fait là aussi 27 mois qu'on est en baisse de l'activité, en contraction de l'activité, selon les indicateurs des directeurs d'achat, c'est la courbe rouge. Sauf que là, maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué tout à l'heure, dans les services, que ce soit en Allemagne ou dans la zone euro en moyenne, on était à pile 50. Là, en France, on est Mm. sous les 50. Donc là, c'est un élément évidemment qui montre que ça va quand même assez mal en France. Et si on voit l'indicateur composite, donc tout secteur d'activité confondu, c'est le graphique suivant justement, que tu voulais montrer tout à l'heure assez vite. Voilà, maintenant on le voit, il est là. Donc on a effectivement cette baisse, on est à 47,4, un plus bas donc depuis janvier 2024. Et donc on voit bien qu'on a ce PIB, donc la courbe bleue, qui devrait baisser. On voit quand même l'anomalie, hein, c'est-à-dire que quand tu vois sur ce graphique la corrélation entre la courbe bleue et la courbe rouge, normalement le PIB français aurait dû baisser en 2023, hein. Puis bizarrement, miraculeusement, il n'a pas baissé. Donc peut-être qu'un jour on se rendra compte qu'il a en fait baissé, mais qu'est-ce qu'on a intégré? C'est très bizarre. Toujours est-il qu'on le voit aujourd'hui, on ne peut pas éviter l'inévitable, donc le PIB finira par baisser très fortement. D'ailleurs, on le voit bien, hein, dans l'augmentation du déficit public. Normalement, c'est bizarre. Quand on a de la croissance, on doit réduire le déficit. Et là, malgré cette croissance, le déficit public a augmenté. Donc il y a un problème. Il y a un problème statistique qu'on saura un jour, on connaîtra un jour, mais ce qui est clair, c'est qu'on le voit, la courbe rouge montre bien que le PIB français va évidemment baisser dans les prochains trimestres. Donc ça va faire mal. Et surtout que, bon, on le verra tout à l'heure, là, le gouvernement français, il veut augmenter les impôts. Donc ça ne va pas arranger Mm. les choses, évidemment. Donc prudence, la situation française donc, est assez mauvaise. On part sur une croissance donc autour de 0,7% en moyenne, mais une forte baisse du PIB au quatrième trimestre 2024. Alors, il y a quand même une petite bonne nouvelle qu'on a eue la semaine dernière. Vendredi dernier, précisément, tu vois que c'est vraiment des chiffres up-to-date, hein, vraiment mis à jour au dernier moment, avec l'inflation française. Eh oui, formidable. Mm.
elle baisse. Alors, vous connaissez hein, Mm. ma phrase, hein, Mm. l'inflation baisse, mais les prix continuent d'augmenter. Donc, Mhm. l'inflation, c'est la courbe bleue. Donc, je rappelle que l'inflation, c'est le glissement annuel des prix à la consommation. Donc, évidemment, le fait qu'il baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix augmentent de moins en moins vite. Mais quand même, donc là, on voit bien la courbe bleue, on est à 1,5% d'inflation aux normes Eurostat. Aux normes INSEE, on est même à 1,2%. Mais regarde, ce qui est intéressant de voir, c'est que la courbe rouge, donc là, c'est quand même assez net. Au mois de septembre, elle a baissé. Donc ça, c'est l'évolution des prix au mois le mois. Et là, c'est Mm. quand même assez fort. On a eu 1,2% de baisse des prix sur un mois. Donc c'est quand même, on a très rarement observé une telle baisse. Mm. Donc ça y est, les prix commencent à baisser. Alors, Mm. sur longue période, hein, depuis 2021, on le voit, je l'écris ici, hein, la courbe rouge a quand même augmenté de 16,2%. Mais le mois dernier, on était à 17,5%. Donc là, on a quand même une baisse des prix de 1,2 à 1,5% sur un seul mois. Donc tu vois que c'est quand même assez fort. Donc qu'est-ce qui se passe? On pourrait dire oui, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est bien, les prix baissent. Mais ça veut dire surtout que ça y est, ben, les distributeurs, ils ont compris que la consommation n'était plus là, que les Français ne pouvaient plus consommer et que donc ils sont obligés de baisser leurs prix. Mm. Et c'est là qu'on voit que la politique en 2022, tu sais, des chèques, de soutien, etc., à la consommation artificiellement, c'était pas bon parce qu'en fait, ça a maintenu la consommation sur un niveau artificiel. Donc, les distributeurs se sont dit, ben, comme les ménages ont encore les moyens de consommer, ben, tiens, je vais encore augmenter mes prix. Mm. Alors qu'on aurait dû, l'inflation aurait dû baisser fortement et les prix auraient même dû baisser dès 2022-2023. Mais comme évidemment, on a continué ce bouclier tarifaire, etc., évidemment, ça a coûté cher. C'est seulement aujourd'hui que les prix commencent à baisser. Donc l'inflation baisse et les prix aussi baissent. Mm. On aura donc demain les prix sur la consommation dans la zone euro. Ça va aussi certainement baisser. Donc on voit bien que là, ça y est, il y a une nouvelle étape. Et je vous l'ai toujours dit, comment on sort d'une phase de forte inflation, malheureusement, avec une récession. C'est-à-dire qu'une fois que les prix ont trop augmenté, la consommation s'arrête, voire elle baisse. Donc ça génère une récession et là, les prix baissent. Donc c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. On aurait dû l'observer avant, mais ça s'observe avec un petit peu de retard. Mieux vaut tard que jamais, certes, Mm. mais attention, comme la consommation baisse, ce n'est pas non plus uniquement une bonne nouvelle. En tout cas, ça va permettre à la Banque centrale européenne, c'est le graphique suivant, et donc de baisser les taux d'intérêt. Elle l'a déjà fait à deux reprises, hein, 2 fois 25 points de base. Donc là, on est à 4%, on est passé de 4,50 à 4%. C'est encore élevé. C'est vrai que l'inflation, pour l'instant, est au-dessus du niveau d'objectif de la BCE qui est à 2%. On pourrait passer sous les 2% donc, en septembre-octobre. Donc ça veut dire que la BCE va pouvoir continuer de baisser les taux d'intérêt, je pense encore 2 fois 25 points de base. Donc là, on comprend bien que aussi la hausse de l'euro est intempestive. Elle ne correspond pas à cette baisse des taux d'intérêt de la BCE. Donc, ce qui veut dire que l'euro repartira à la baisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la BCE va encore baisser les taux d'intérêt, je pense, 2 fois d'ici la fin de l'année. Ça ne changera pas tellement la donne, puisqu'elle ne pourra pas non plus relancer la croissance fortement. Mais néanmoins, elle va baisser les taux d'intérêt. Alors, dans le même temps, c'est vrai que la Réserve fédérale a aussi baissé les taux d'intérêt. Donc là, j'arrive à la Réserve fédérale. Donc 50 points de base. Donc on est à 5 contre 4. Il y a toujours un point d'écart hein, entre le taux objectif des Federal Funds de la Fed et le taux REFI de la BCE. Donc avantage au dollar. Et on voit que quand même si l'inflation américaine a baissé, c'est vrai, on est toujours au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale. Si on prend d'ailleurs l'inflation hors énergie, on est même à 3% contre un objectif de 2%, donc on est quand même largement au-dessus. La Fed a baissé quand même de 50 points de base, c'est beaucoup. Elle l'a très rarement fait et surtout, ça paraît décalé par rapport à l'état de la croissance. C'est ce que je montre sur le graphique suivant, où là on voit la corrélation entre la croissance, donc c'est la courbe bleue, et le taux objectif des Federal Funds, c'est la courbe rouge. Donc normalement, quand la Fed baisse les taux d'intérêt aussi fortement, c'est que soit il y a une crise financière, soit il y a une crise économique. Voilà. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de crise financière. Pour l'instant, peut-être on ne la voit pas, peut-être qu'elle va arriver. Et il n'y a pas de crise économique. On a une croissance, tu le vois sur ce graphique, il y a plus de 3% aux États-Unis. Et tout à l'heure, on a vu l'indicateur avancer. Ça va encore rester autour des 3% dans les prochains trimestres.
Donc, c'est quand même bizarre. La Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt et c'est la première fois qu'elle le fait alors qu'on a une croissance à 3,2%. À la rigueur, elle aurait pu baisser de 25 points de base. Là, elle baisse de 3%, c'est beaucoup. Et moi, je trouve ça un petit peu inquiétant, hein. C'est un peu comme tout à l'heure sur la Chine. Elle fait un plan de relance comme ça qui, à mon avis, n'a rien inquiétant. Ça veut dire que ça va peut-être plus mal que prévu. Et ben là, c'est pareil. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était quand il y avait une baisse justement très forte donc en février 2020. Et à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait. C'était le virus de Wuhan qui est en train de devenir la pandémie qu'on a connue ensuite. La Réserve fédérale, certainement, le savait, mais nous, on ne le savait pas. Ben là, c'est un peu pareil. Je pense que la Réserve fédérale a une information, peut-être qu'il ne se vérifiera pas, mais en tout cas, elle a une information que nous n'avons pas et qui fait qu'elle baisse très fortement les taux d'intérêt et certainement de façon excessive, déjà par rapport à la croissance et même par rapport, sur le graphique suivant, par rapport au chômage. Le chômage, là aussi, hein, il a même baissé au mois d'août, on est à 4,2% de taux de chômage. On aura les chiffres en fin de semaine, je pense qu'on sera autour des 4,2%. Donc pourquoi la Fed baisse les taux d'intérêt aussi fortement alors que le chômage, hein, tu vois sur ce graphique, à chaque fois que la Fed baisse les taux, c'est que le chômage a déjà Mmh. commencé à augmenter fortement. Là, c'est pas du tout le cas. Il a un petit peu augmenté, mais y a pas, c'est pas la mer à boire. On reste toujours en plein emploi. Donc, prudence quand même sur cette baisse de l'intérêt de la Réserve fédérale. Je pense qu'elle va encore en faire une autre, peut-être de 25 points de base avant la fin de l'année. Bon, là, il y a les élections évidemment américaines. Déjà, elle n'aurait pas dû réagir avant, mais bon, elle l'a fait quand même. Peut-être sur la fin de l'année, elle réagira encore une fois. Il faudra surveiller bien sûr les chiffres d'inflation. Et là, bien sûr, ça va dépendre du pétrole. Et donc, c'est le graphique suivant. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du mois de septembre, hein. C'est que malgré les risques géopolitiques, hein, eh bien, le pétrole a continué de baisser. On a 72 $ le baril. Donc c'est pas mal, hein, ça reste quand même, on le voit sur ce graphique, hein, on est sur quasiment des plus bas depuis 2021, hein, donc depuis avant la guerre en Ukraine. Donc on est quand même sur un niveau très sympathique qui va permettre de limiter l'augmentation de l'inflation au niveau mondial. Donc ça va plutôt sécuriser la croissance mondiale. Alors, petit bémol quand même, si on voit l'indicateur CRB sur le graphique suivant, donc c'est toutes les matières premières confondues. Alors là, c'est moins sympa. Tu le vois qu'ici, on a, bon, ça a baissé bien sûr, hein, mais on reste quand même sur une augmentation les derniers mois. Donc, on a encore pas mal de matières premières qui continuent d'augmenter assez Mmh. fortement. Donc, il faut quand même rester prudent. Donc, on a bien cette inflation qui va quand même rester élevée. Elle va Mmh. baisser encore, mais ça ne va pas s'effondrer. On va rester sur une inflation quand même qui restera relativement élevé. Donc, Mmh. baisse des taux d'intérêt limitée, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro. En tout cas, on l'a compris, le match États-Unis-zone euro, malheureusement, la zone euro perd, mais vraiment sans photo, hein, on perd largement. Donc, l'euro doit baisser. Pour Mmh. l'instant, ce n'est pas le cas. Alors Mais encore justement, une Marc, fois, il doit juste baisser, sachant qu'en plus, on va le voir maintenant, une crise de la zone euro qui est en train d'arriver, déclenchée par la France. justement, ça me trouve une transition toute trouvée pour les questions que je viens d'avoir justement sur l'euro-dollar, puisque il y a plusieurs personnes qui me demandent eh bien, quand est-ce que l'euro devrait baisser. J'ai même Pascal qui me dit je suis en dollars, j'ai vendu mes euros. Est-ce que la hausse de l'euro va se poursuivre? Voilà, plusieurs Pascal, questions. je vous rassure, j'ai fait comme Mm. vous. Donc j'ai fait Mhm. comme vous, Pascal. Donc Voilà. voilà, c'est comme ça, on peut avoir toujours raison. Mm. Mais bon, ceci étant, ça va, c'est pas non plus dramatique, hein. L'euro n'est pas à 20 $ pour un euro. Mm. Mais bon, c'est vrai qu'on avait ce mouvement, entre guillemets, on disait, bon, la Chine, elle va battre les États-Unis vont s'effondrer, etc. Bon, il y a évidemment les élections présidentielles américaines. Donc là, on n'a pas le résultat encore. Donc ça va dépendre du résultat. Puis après, ensuite, les mesures qui seront annoncées. Mais ce qui est clair, c'est que la zone euro aujourd'hui ne peut absolument pas supporter un euro fort. Donc là, on est autour des 11 $ pour un euro. Ça va encore, mais on ne pourra pas aller au-delà. Donc voilà, il faut faire le dos rond, hein, clairement. L'euro va baisser, c'est inévitable. On l'a vu, il y a les écarts de taux. Tous les arguments sont pour une baisse de l'euro. Les écarts de taux vont rester donc à l'avantage du dollar. Même si la Fed baisse les taux d'intérêt, la BCE va aller encore plus loin. Déjà aujourd'hui, on a un point donc de spread, hein, sur le taux monétaire, et donc il n'y a pas de raison que l'euro ne baisse pas. On a également un spread à l'avantage du dollar sur les taux d'intérêt obligataires. Donc là aussi, avantage dollar. Et puis on a vu les écarts de croissance passés et à venir, hein, donc qui effectivement justifient une baisse de l'euro.
Et je pense encore une fois, ben, c'est nous, la France, les Français, qui allons déclencher cette baisse de l'euro, puisqu'on est en train de vivre une crise, je pense, historique, et qui pourra déclencher une nouvelle crise de la dette publique, et donc une nouvelle crise, bien sûr, de la zone euro. Donc là, on voit mal comment l'euro va pouvoir résister, même si effectivement, les investisseurs se disent, bon, on spécule un petit peu sur l'euro, ça n'a aucun sens économique, donc il est clair que l'euro finira par baisser. Je pense, avant la fin de l'année, je maintiens mes objectifs, donc même à 1,05 $ pour un euro. Très bien, Marc. J'ai une question après, bon, sur la gestion de Bruno Le Maire, mais justement, étant donné que la partie que tu vas aborder va se concentrer sur la France, je pense Oui. que le monsieur aura la réponse directement Alors là, oui, je à ta pense qu'on va présentation. effectivement, on va parler de Mm, Bruno Le Maire, enfin, on va mm, surtout parler de la France, ouais. avec donc là aussi, c'est des chiffres qui viennent de sortir vendredi dernier. C'est dramatique. Voilà, je viens de faire ma vidéo YouTube justement de la semaine. C'est pas grave, c'est dramatique, c'est catastrophique. Voilà, on a les chiffres ici. Je suis désolé, hein, j'aime pas donner des mauvaises nouvelles. Moi, je suis une nature optimiste. Encore une fois, il ne faut pas se voiler la face. Le déficit public et la dette publique française sont devenus complètement incontrôlables. Regardez ces chiffres, je vous les avais annoncés, hein, je vous avais dit à l'avance qu'on allait dépasser les 3200 milliards hein, au deuxième trimestre. Et non seulement on les a dépassés, mais regardez bien, on est à quasiment 3230 milliards. 3228,4 milliards d'euros précisément de dette publique française, au deuxième trimestre 2024. Regardez bien, 842 milliards d'augmentation depuis le début 2020. Et ça c'est donc les bâtonnets rouges. Et la courbe bleue, c'est la dette publique par rapport au PIB. On remonte. On est à 112% d'augmentation. Et ça, c'est évidemment dangereux. La France est en train de devenir le pays où cette dette publique augmente le plus. Par rapport au PIB notamment. Et ça, c'est effectivement particulièrement dangereux. Alors, c'est vrai que normalement, quand on augmente la dette publique, ben, c'est pour permettre au PIB d'augmenter plus que la dette publique. C'est le but, hein, parce que à la rigueur, ça peut se comprendre. On augmente la dette publique pour faire de la croissance. OK, là, ça peut passer. Mais regardez bien le graphique suivant. Attention, âme sensible, je préfère vous prévenir à l'avance. Voilà. Donc, voilà, on vous a prévenu des chiffres incroyable. C'est-à-dire que, regardez bien, entre le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2024, l'année n'est pas finie, hein, c'est que le deuxième trimestre 2024. La dette publique française a augmenté donc de 842,3 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, comme l'inflation était forte, ça a boosté les chiffres, 444 milliards d'augmentation. Il manque quasiment 400 milliards, 398 milliards. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas continuer comme ça. Regardez bien, depuis 2017, c'est pareil. Quasiment, donc 973 milliards. On va bientôt dépasser les 1000 milliards d'augmentation sous les mandats de l'actuel président. Et vous voyez, le PIB, seulement 584 milliards. Là aussi, quasiment 400 milliards d'écart. Alors vous allez me dire, où est passé l'argent? Mhm. C'est tout le problème. Eh oui, parce que globalement, bah voilà, c'est du gaspillage. Vous voyez bien l'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge. Donc, bien sûr, on compare un flux de revenus de PIB par rapport à un stock de dette, c'est sûr, mais quand même, là, la dette augmente beaucoup trop par rapport à ce PIB et donc elle devient complètement inefficace. Alors, le drame, et là, on va parler justement de l'héritage de Bruno Le Maire. Je n'ai pas arrêté de lui dire, je ne veux pas trahir des secrets, mais non, ça y est, à prescription. Je peux vous montrer les SMS que je lui ai envoyés. J'étais le voir régulièrement pour lui dire qu'il faut arrêter d'augmenter la dette publique. Malheureusement, il a été mal conseillé, il ne m'a pas écouté et il a continué. En pensant que peut-être les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, sauf qu'évidemment, ils ont augmenté et ça commence à nous coûter extrêmement cher. Et regardez bien, ça, c'est très dangereux. Parce que là, vous avez ici le comparatif entre les objectifs de déficit public du gouvernement français, quels qu'ils soient, et la réalisation. Regardez bien, les premiers bâtonnets de 2010 à 2019. En moyenne, le gouvernement a toujours annoncé un déficit public de 3,2% du PIB, de 2010 à 2019, donc avant le corona, hein, et finalement, ça a été 4,3%. Donc, on dépasse en permanence les objectifs. Et surtout, maintenant, on va arriver directement à 2023-2024, où là, déjà l'année dernière, on avait annoncé 4,9, on a fait 5,5. Et cette année, le gouvernement avait annoncé 5,1.
depuis le début de l'année, vous le savez, j'avais annoncé 6%, je l'ai dit plusieurs fois dans les podcasts eToro, et là, on est, donc ça c'était la dernière prévision à 5,6, et maintenant c'est le nouveau gouvernement annonce plus de 6%, peut-être 6,3%, peut-être même plus, dès 2024. Donc, malheureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déficit public est devenu incontrôlable. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, quand c'est vrai que le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, a félicité le bilan de Monsieur le maire, il a même dit qu'il avait une chance incroyable d'avoir un tel bilan. Je ne sais pas à quoi il fait référence. Peut-être à ses livres, je ne sais pas qu'il a écrit, j'en sais rien, mais toujours est-il que non, non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, surtout que la France est le seul pays de la zone euro qui a augmenté ses déficits publics sur les 2 dernières années. Même l'Italie les a réduits. Je ne parle même pas de la Grèce, du Portugal qui ont fait des efforts énormes. Donc il n'y a pas que l'Allemagne, si vous voulez. L'ensemble des pays ont fait des efforts, sauf la France. Et là, évidemment, ce n'est plus tenable. Donc je vous ai mis le graphique suivant, c'est mes prévisions justement sur le déficit public. Donc j'étais déjà à 6%. Je ne suis pas devin, hein, comme vous le savez. Simplement, c'est du bon sens. Si j'ai moins de recettes fiscales parce qu'il y a une croissance molle et que je continue d'augmenter mes dépenses, ben, plus de dépenses, moins de recettes, le déficit public, il se creuse, c'est inévitable. Donc là, on sera au moins à 6% dès cette année et peut-être même beaucoup plus donc dans les années à venir. Alors, il y a un petit point important, parce que j'ai eu pas mal de questions, donc je dis, tiens, ça peut être sympa d'en parler, les fameux PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État. Je crois que j'avais une question au mois de juillet, hein, tant qu'on avait fait le dernier webinaire, et c'est vrai que, donc, chez les chiffres de la Banque de France, hein, donc il y a eu au total 140 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Bon, c'est sympa. Pour l'instant, la moitié, a priori, a été remboursée, et selon les associations de PME, 20% ne seraient pas remboursés. 20% donc de ces PGE non remboursés, ça veut dire à peu près 28 milliards d'euros. Et comme l'État garantit entre 70 et 90%, ça veut dire un coût pour l'État de 22 milliards et qui vont s'envoler comme ça. Parce que ça, ce n'est pas encore dans les comptes. 22 milliards qui vont s'envoler. Vous ajoutez à cela l'augmentation de la charge d'intérêt de la dette qui va atteindre 60 milliards d'euros cette année et 75 milliards d'euros juste l'année prochaine. Vous comprenez pourquoi le déficit public est en train d'exploser complètement. Et alors, le pire, c'est qu'on a donc un nouveau gouvernement. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour essayer de réduire ce déficit? Il nous dit on va augmenter les impôts. C'est quand même incroyable. Je veux dire, vraiment que je suis assis là, parce qu'on pourrait tomber. C'est ce que je veux dire. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai appris à mes étudiants en première année d'économie pendant des années. C'est que si vous avez déjà, vous savez que la France est le numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, il n'y a pas un pays au monde qui fait plus que nous. Si vous réduisez, si vous augmentez encore la pression fiscale, évidemment, vous allez casser l'activité économique, donc vous allez casser la croissance, casser l'investissement, casser la consommation, donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc évidemment, il y aura moins de recettes fiscales qu'annoncées. Encore une fois, c'est du bon sens, c'est même pas de l'économie, hein, c'est la fameuse courbe de l'affaire, vous savez, de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Ouais, c'est du bon sens, encore une fois. Et cette courbe, on me dit, oui, mais c'est pas vérifié dans le temps. Ben, si, regardez le graphique suivant, c'est vérifié dans le temps. Là, vous avez effectivement l'évolution de ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB en France, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est la croissance. Ben, il n'y a pas de secret. D'année en année, quels que soient les gouvernements, on a toujours, dès qu'on a un problème, ah tiens, on va créer un nouvel impôt. Alors on augmente des impôts, donc les impôts ne cessent de croître, et c'est la courbe rouge, et la courbe bleue, elle ne cesse de baisser. C'est-à-dire plus j'augmente ma pression fiscale, plus ma croissance structurelle baisse. Tout à l'heure, on a vu le cas de l'Irlande, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Même les États-Unis, d'autres pays, hein, qui, s'ils baissent les impôts, eh bien, ça relance la croissance. C'est inévitable. Et à l'inverse, si j'augmente les impôts, ça casse l'activité économique. Là, tout à l'heure, j'ai fait une interview sur Europe 1, et le journaliste me dit, mais ils ont une bonne idée, ils veulent augmenter l'IS, vous savez, l'impôt sur les sociétés. Donc c'est sympa, on va récupérer pour les grandes entreprises de plus de 300 salariés, on va récupérer, mais encore une fois, du bon sens. C'est quoi l'IS? C'est l'impôt sur les profits. Mais si vous cassez la croissance, ben, il n'y aura pas de profit. Donc, vous n'avez pas monté l'IS où vous voulez. S'il n'y a pas de profit, vous allez 0 fois 25% ou 30%, ça fait 0. Donc, c'est incroyable. Non, c'est-à-dire,
J'arrive pas, j'arrive plus à accepter ça. C'est inacceptable. Donc, la France aujourd'hui, parce qu'en plus, on est la risée du monde, hein, parce que tous les pays du monde, évidemment, ont fait des efforts. Ils savent très bien tout ça. Il n'y a que nous qui continuons de faire ça. Et donc, évidemment, ben, ça va se payer. Alors, regardez, là aussi, on voit la dette publique. Plus la dette publique augmente, plus la croissance baisse. Alors, ça veut dire, bah, alors comment on fait? Alors, je pense j'ai fait un petit slide très rapidement, je ne veux pas appesantir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ma chaîne YouTube, bien sûr, où je détaille un peu tout ça, mais c'est vrai que on a ici, voilà, j'ai fait une petite simulation. On peut baisser sur une année la dette publique française, le déficit public français de 80 milliards d'euros, et ce, tout en baissant les impôts. Parce que moi, je suis au contraire pour une baisse des impôts. Il faut baisser les impôts. Il faut redonner de l'espoir aux Français, que ce soit les ménages, donc une baisse sur la CSG, ou les entreprises, une baisse de l'impôt sur la production. Et là, évidemment, vous relancez la croissance, vous supprimez certaines niches fiscales et vous économisez finalement, là aussi, des milliards d'euros. Vous réduisez également les dépenses de fonctionnement, vous luttez contre les fraudes fiscales et sociales. Et voilà, vous voyez le calcul, hein, je vais rapidement parce que le temps avance, et puis bon, je vais répondre à vos questions. Ça fait 80 milliards d'euros d'économie. Point final. Et quand on me dit, vous savez, le coût, oui, on va augmenter des impôts un petit peu, ou ça sera temporaire. Non, non, ça n'existe pas. Moi, j'ai connu ça plusieurs fois dans ma carrière. Par exemple, la CSG, créée en 91 par Michel Rocard, à la base, c'était 1,1%. Maintenant, on est à 9,2%. Et si on prend les revenus du patrimoine, on est à 17,2%. C'est monté la CSG, CRDS et la contribution de solidarité. Donc, non, non. Les petites mesures, les petites augmentations, non, c'est jamais le cas. Ça va très vite après à la suite. Quant aux impôts temporaires, la CRDS, pareil, créée par Alain Juppé en 96, devait être également temporaire. Ça devait durer 13 ans. 28 ans plus tard, c'est toujours là. Et maintenant, on annonce la fin de la CRDS, si tout va bien, en 2034. Donc le coût c'est temporaire, non, c'est de l'arnaque tout ça. Donc il ne faut surtout pas augmenter les impôts, sinon malheureusement je suis très inquiet et je suis très triste parce que vous voyez, la semaine dernière encore, je suis intervenu devant des chefs d'entreprise dans les Hauts-de-France et je voyais ce dynamisme des chefs d'entreprise, des PME, etc., même des TPE qui créent des emplois, qui innovent, qui investissent. C'est formidable. Et vous allez encore vouloir les taxer? Non, il faut arrêter. Arrêter, parce que les grandes boîtes du CAC 40, hein, vous pouvez les taxer, elles sont déjà plus là. Elles font leurs profits à l'étranger, hein, 80% de leurs profits sont faits à l'étranger, donc ça ne touchera rien. Donc il ne faut surtout pas augmenter les impôts. Donc voilà, les recettes existent, encore faut-il les appliquer, sinon, bon, on va passer rapidement sur les derniers graphiques, c'est le cas grec, entre guillemets. On le voit ici, hein, la crise grecque, une baisse du PIB de 30%. Et même encore aujourd'hui où nous parlons, malgré le rebond des dernières années, on est encore 22% en deçà du niveau de PIB de 2008, hors inflation. Voilà où en est la Grèce aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Non. Donc il faut absolument éviter, je dirais, d'augmenter les impôts et surtout réduire nos déficits, parce que vous le voyez ici, les taux d'intérêt grecs, ça va très vite, même si la France n'est pas la Grèce, mais tout de même, vous voyez, on était monté à 35%, pendant la crise grecque, sous Tsipras, on est monté à 20%, donc ça peut être évidemment extrêmement dangereux. Donc, calendrier très important. Ça c'est ce qui va peut-être déclencher une crise, la notation de la France. Bien oui, la note va être dégradée, c'est inévitable, hein. Donc voilà le calendrier prévisible, annoncé. Fitch, 11 octobre, Moody's, 25 octobre, Standard & Poor's, 29 novembre. Maintenant, attention, si jamais on voit que ça dérape, par exemple, Moody's ou Standard & Poor's pourraient dégrader avant. Donc là, on a un gros problème, c'est que si on n'est plus double A, parce qu'on ne mérite plus d'être double A, hein, le seul double A que nous avons en France, c'est Antoine Armand. Vous savez, le ministre de l'économie, double A, Antoine Armand. Vous voyez, c'est le seul qui nous reste. Là, c'est une blague, hein. On s'amuse comme on peut quand on est économiste, évidemment. Je vois Antoine qui dit, voilà, mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça sur 8 euros, mais ça va, c'est Si, mon on a le droit de faire webinaire, ça va, j'ai le droit. Si, on a le droit de faire des On a blagues, le droit, attention. ça va, ça Oui, va. oui, On ne oui, fait pas de oui, politique, bien sûr. on Ah dit non, la c'est vérité. pas de la politique, mais on peut faire un Voilà, trait d'humour on quand dit la même. vérité, bien sûr, on peut Voilà. faire un peu d'humour, un peu, bon, bref. Voilà. Mais donc, ça sera le seul double A qui va nous rester, et après, on va passer Ouais. simple A. Et donc là, pour beaucoup de fonds d'investissement, ben, ils ne peuvent pas acheter du simple A, ils achètent du triple A ou du double A. Si on est simple A, évidemment, on ne sera pas acheté. Alors là, je viens de voir les chiffres de l'agence France Trésor, 54% de notre dette est détenue par des non-résidents, 54%. Donc ça augmente. Ça augmente, parce que c'était 48% en 2021, 54 maintenant. Vous voyez, parce que comme il n'y a plus de la planche à billets, ben, il faut faire appel aux investisseurs étrangers. Donc, on a vu au mois de juillet,
les fonds japonais vendent pour quasiment 9 milliards d'euros de dette publique française. Attention, ça peut aller très vite. Et sachant que l'année prochaine, l'État français va devoir émettre 300 milliards d'euros de dettes, de nouvelles dettes publiques, des nouveaux bons du Trésor. 300 milliards. Donc il faut trouver des acheteurs. Donc attention, si on est dégradé, ça va faire mal. Donc la France peut effectivement être ce maillon faible qui déclenche une crise de la zone euro et donc qui fait également baisser l'euro Alors, et aussi baisser les marchés. Marc, j'ai plusieurs questions, voire commentaires hein, sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'il y a un essai, il y a un étonnement général hein, sur pourquoi la hausse d'impôts, mais je pense que tu as expliqué pourquoi finalement l'État français veut passer par la hausse d'impôts. Et Mais non, puis, c'est incompréhensible, il faut dire, oui, voilà. c'est du dogmatisme, c'est inadmissible. Et puis bon, Mm. là par contre, je vais faire entre guillemets un petit peu de politique, c'est-à-dire normalement ceux qui sont le Premier ministre, en tout cas, la couleur de son parti, c'est pas des personnes qui vraiment augmentent les impôts. Tu vois. Mm. Bien C'est ce sûr. qu'on craignait justement après la dissolution. On croyait qu'il Mm. qu'il allait y avoir un autre gouvernement d'une autre couleur politique. Eux, ils disaient clairement, on veut augmenter les impôts. Eux, normalement, ils ne doivent pas augmenter les impôts. Et Mm. donc, c'est dangereux. C'est très, Mm. très dangereux parce que l'image qu'on. Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup de marketing. Donc, Bien sûr. l'image que va renvoyer la France, elle est catastrophique. Mm. Alors, quelqu'un me dit tout à l'heure dans un commentaire, il me disait, oui, mais au contraire, ça va montrer au marché que la France, elle a encore les moyens d'augmenter les impôts. Mais non, on est déjà Non. numéro un. Parce qu'attention, moi, je crains un exode fiscal. Moi, je vois tous les jours aujourd'hui, j'ai des commentaires tous les jours sur mon site un peu partout, où les gens me disent, peut-être que tu en as aussi sur eToro, hein, mais les gens me disent, ben, non, mais moi, ça y est, je ferme ma boîte, je vais ouvrir à l'étranger, je prends ma retraite, je m'en vais, etc. C'est très Mm. dangereux. On joue un jeu très dangereux. Mm. Donc, c'est quand même dommage parce qu'on a un pays formidable, on ne va quand même pas gâcher tout ça, quoi. Mm. Donc, Parce peut-être qu'il que y a, c'est le passage obligé. Il faut ouais, passer par là il y pour a aussi comprendre dans les le choses. pipe de monter le PFU, là, le prélèvement forfaitaire unique, hein, de 30 à 33%. Ouais, Donc oui, ça bon, aussi, ben, c'est vrai qu'il y a des non, inquiétudes par mais rapport à ça. je vais te Et, dire, c'est pas compliqué. Quand on n'a pas beaucoup d'impôts, par exemple, ok, tu peux augmenter les impôts. Quand tu es mm, numéro un du monde, oui, tu as 48% de ton PIB c'est des prélèvements obligatoires, mm, tu ne peux pas continuer. ouais, bien Donc sûr. c'est ça le problème, c'est d'où nous partons. On part de D'où très nous haut partons, déjà. tout à fait. Donc ça devient prohibitif. Ça devient Ouais, prohibitif. mm, Donc, et mm, encore une fois, le coup de dire on va faire payer les riches, etc., c'est complètement faux. À chaque fois, ceux qui payent, parce que les riches, soit ils sont déjà partis, soit mm, ils ont accès à des conseils de fiscalistes, mm, donc ils payent moins d'impôts que la classe moyenne. mm. Donc c'est comme d'habitude, qui va payer? C'est C'est pas la les boîtes classe du CAC moyenne. 40, ce sont Mm, les PME et mm, c'est la classe moyenne qui va mm, s'appauvrir. ouais, Donc non. Et donc là, les Français ne sont plus prêts, attention, hein. mm, Et alors, la taxation de l'épargne, ça aussi, ça passera pas. mm. Donc, non, non, faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, juste une Faut baisser les question, dépenses. Marc, qui peut être intéressante. Je ne sais pas si tu peux apporter une réponse à ça. C'est demande, est-ce que la relance du nucléaire français pourrait avoir un impact significatif sur le PIB Oui, bien de sûr, bien sûr. l'économie? Donc ça, c'est une Hmm, très bonne nouvelle. Voilà, hmm, voilà une bonne nouvelle, effectivement. C'est sûr que le nucléaire, j'en avais parlé également quelques mois, parce que maintenant le l'EPR fonctionne, etc. Donc c'est formidable, hein. Donc oui, ça va bien sûr relancer un peu la croissance. voilà. Et là, on voit que heureusement, parce que ça soit les deux, l'actuel président et puis celui d'avant, ils voulaient arrêter le nucléaire. Tu t'en souviens? Heureusement qu'ils Oui, n'ont tout pas à fait fait. cette erreur, comme ont fait les Allemands. Regardez, les Allemands, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Hmm. Heureusement qu'on a encore effectivement le nucléaire. Ok, bon, très bien. Mais on va passer à la dernière Eh ben oui, parce partie. que je Ouais, vois que parce le que le temps temps passe et file, hein, le je temps veux file. pas Ouais, ouais. trop déraper. Donc Voilà. voilà. Et Donc, alors, donc- donc, les marchés financiers, effectivement, la volatilité qui va rester forte. voilà, une volatilité qui va rester extrêmement forte. Donc la clé, encore une fois, je pense, ça va être les taux d'intérêt. Hmm, Donc les marchés obligataires, ça va être la clé, notamment l'obligataire français. Donc là, on voit le taux 10 ans français. Vous savez qu'il était monté à 3,50 il y a quelques trimestres. hmm, Là, il est retombé ensuite à 2,40. Là, on remonte à 3. On reste à 3. Alors on se dit, oui, bon, ça va, on n'est que à 3. Mais enfin, 3, c'est beaucoup. Parce que quand si on avait dû avoir l'impact positif donc de la baisse des taux de la BCE, de la baisse des taux aux États-Unis, donc de la détente sur le marché obligataire américain, on aurait dû avoir des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Par hmm. exemple, l'inflation qui baisse, ça aurait dû faire baisser les taux longs. Or Oui, là, tout ils à ne fait. baissent pas. Non, c'est Tu pas le vois, ils cas. se maintiennent à 3%. Hmm, Et ce qui est très inquiétant, c'est le graphique suivant, c'est-à-dire le spread, hein, l'écart de taux avec l'Allemagne. Alors là, c'est très embêtant, puisqu'on est, tu le vois, hmm, sur un écart de 80 points de base. tout à fait. Donc, on avait atteint ça après la dissolution, Ouais, mais ça reste quand même des plus hauts depuis septembre 2012. ouais. On est sur Ça, un c'est plateau là. dangereux.
Ouais, ouais. Ça, c'est Je ne dangereux. ferai C'est-à-dire pas que, dépasser. on se rend bien compte que là, donc septembre 2000, c'était la dernière crise de la dette publique, hein. Donc là, les investisseurs se disent: «Ouh là, la France commence à devenir dangereuse», donc du moins la dette publique française. Donc allez, on va vers l'Allemagne, même si l'Allemagne, elle va pas très bien. Donc ça peut être effectivement dangereux. Mais il y a pire que ça, parce que là, on pourrait dire: «Bon, c'est l'Allemagne, c'est pas grave». On a également un spread de taux de 20 points de base avec le Portugal, hein. Le taux français est 20 points de base au-dessus du taux portugais à 10 ans, hein. Oui, Donc actuellement, oui. bravo aux Portugais, mais enfin, ça montre le dérapage aujourd'hui de la France. Mais alors là, regarde bien. Là, ça, c'est les taux 10 ans. J'ai pris les taux 5 ans sur ce tableau. Ça, c'est incroyable. Quand tu prends les taux 5 ans, regarde. Donc là, l'Italie est toujours numéro 1, on est à 2,70. Et là, la France, bon, alors les chiffres tout à l'heure, on était à 2,50, mais moi, j'ai regardé. Et regarde derrière, on a l'Espagne, la Grèce, la Belgique, Slovénie, Autriche, Finlande. Donc des pays qui font beaucoup moins que nous et Mmh. qui sont moins bien notés que nous. Tu vois, par exemple, le Portugal, si on prend les notes de Fitch, il est triple B. Tu vois, nous, on est Mmh. encore double A moins. Donc, il y a un problème. Tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire que la dégradation, non seulement elle est Mmh. inévitable, mais elle est Oui. méritée. Elle est Tu méritée vois? surtout. Et, Ouais, et c'est ça. donc, et donc, ça, c'est inquiétant parce que tu vois Mmh. que quand tu as le spread donc sur le 5 ans de la France qui est au-dessus de l'Espagne, au-dessus de la Grèce. Mmh. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs se disent à 5 ans, la Grèce est perçue Mmh. comme plus sérieuse que la France. Tout à fait. Ah, ça fait mal. Ah Mmh. bah oui. Donc tu vois? Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc bon, ça va évidemment être costaud. Donc ça sera la clé et donc un dérapage est tout à fait, probable, et donc à ce moment-là, il y aura bien sûr une conséquence sur les marchés boursiers. Alors c'est avec le marché américain, bon là on le voit, hein, on a toujours sur une inversion de la courbe des taux. Il y a Mmh. comme malgré la baisse des taux d'intérêt de la réserve fédérale, tu vois que le spread reste élevé, hein, la courbe rouge, c'est le 10 ans américain. Donc on reste quand même sur cette inversion qui n'est pas bon signe non plus, hein, mais qui montre que bon, la Réserve fédérale, peut-être qu'elle va encore baisser le taux d'intérêt, mais le problème, c'est que c'est pas perçu comme crédible. Donc, tu vois que les taux longs restent quand même artificiellement bas. Mmh. Et donc là aussi, du côté américain, on est sur une dette publique énorme, donc ça devrait aussi exploser. Mais les États-Unis, ils ont le dollar. Donc, comme la Chine va moins bien, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas concurrencer le dollar. Donc, les Américains, ils savent qu'ils vont pouvoir continuer sur le dollar, donc ils sont assez tranquilles Mmh. sur la dette publique. Ils auront aussi leur crise de la dette publique aux États-Unis, donc ça arrivera inévitablement, mais pour l'instant, ça calme le jeu. Donc là, ça pourrait être un facteur apaisant, notamment pour les marchés boursiers américains. Donc, justement, je termine sur les marchés boursiers américains. Bien sûr, je vous ai mis le Standard & Poor's 500. Bon, de record en Mmh. record. C'est vrai que on voit quand même cette extrême volatilité, hein. Quand tu vois bien Mmh. les déconvenus, on se souvient le mini crack du mois d'août, ça a été quand même très costaud, ou encore même en printemps 2024, tu vois, donc c'est très forte baisse, à chaque fois c'est 8 à 10% de baisse, puis ça remonte ensuite de plus de 10%. Donc voilà, Mmh. c'est très très volatile, mais c'est vrai qu'on bat constamment des records. C'est vrai qu'il y a des bons résultats des entreprises américaines, bien sûr dans le numérique, hein, dans la high-tech, ça reste bon. Donc là on voit l'importance de la high-tech quand même pour les entreprises au sens large, notamment aux États-Unis. Si on compare au CAC 40, on voit que le CAC 40 aussi a remonté, mais bon, on n'est pas sur des sommets historiques, alors que le marché américain est sur Mmh. des sommets historiques. Même sur le CAC 40 avec les dividendes Mmh. réinvestis, on n'est pas sur des sommets historiques, donc ça reste quand même assez douloureux, hein, pour le CAC 40. Ça reste fragile, hein, voilà. On dit, bon, ok, on y va, mais on c'est quand même fragile. Donc là, si les taux montent, s'il y a un petit dérapage sur les comptes publics français, ça pourrait être voilà, le déclic qui va faire chavirer un petit peu les marchés boursiers. Ça remontera Ouais. ensuite, mais néanmoins, il y aura, je pense, une On belle l'a vu baisse. aujourd'hui, d'ailleurs, le CAC a perdu -2 hein, pour la dernière Exactement, séance exactement, du exactement, trimestre. Donc, c'est peut-être exactement. aussi annonciateur Exactement. d'une petite Donc ça veut dire correction. qu'on prend ses bénéfices Voilà. et il y a un facteur qui ne trompe pas pour terminer, c'est bien sûr l'or. Mmh. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, voire des trimestres, hein, je vous ai souvent dit de conserver la fameuse poire pour la soif, hein, c'est-à-dire Mmh. de garder un petit peu d'or. Et c'est vrai que ça a marché, hein, on voit cette flambée de l'or, qui est un petit peu anormale, hein, parce que là, 2670 $ l'once, alors qu'on a un Standard & Poor's sous les sommets historiques, c'est vrai que c'est un petit peu anormal, parce que normalement l'or est une valeur refuge. Donc quand les marchés boursiers surperforment, l'or a tendance à baisser. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est quand même un signe avant-coureur. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de cash. La Réserve fédérale américaine a fait des cadeaux, le gouvernement américain, gouvernement chinois a fait des cadeaux, donc les marchés boursiers, ok, ils en profitent, mais on se dit, oulala, ça peut être dangereux, il y a quand même un risque
sur les marchés au sens Mm. large. Et donc, l'or reste quand même cette fameuse valeur refuge, avec également le franc suisse, hein, bien entendu. Donc, Mm. quand même, ça montre bien que les marchés devraient connaître une fin d'année très, très volatile, voire une légère baisse, voire une forte Mm. baisse pour le CAC 40 notamment. Ensuite, ça remontera certainement, mais quand même, soyons extrêmement prudents. Il va falloir naviguer à vue, donc Mm. avec une très forte volatilité. Je sais que vous le faites très bien sur eToro. Mm. Donc voilà, ça c'est quand même la fin de l'année, ça va être ça, une volatilité extrême d'un point de vue économique et surtout d'un point de vue boursier. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà. Donc voilà, après je vous ai mis l'or en Oui, euros et en dollars. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a aussi des sommets historiques voilà. qui sont atteints également en euros. Et Oui, oui, donc l'euro effectivement. qui repartira lui aussi à la baisse. Ouais, ouais, juste pour compléter ce que disait Marc, c'est que effectivement, on a eu, alors, une fois n'est pas coutume, un mois de septembre positif sur les marchés, puisqu'on restait sur 3 années consécutives de fortes baisses, hein. C'était le mois le plus baissier, le mois de septembre, hein, sur les 3 dernières années. Cette année, on a une hausse, alors pour plusieurs raisons évidemment, mais effectivement, la baisse des taux aux États-Unis, ça a aussi été un catalyseur pour la hausse des marchés. Puis la Chine, hein, sur la semaine dernière, qui a fortement progressé, qui a tiré les marchés vers le haut. Mais attention, octobre, déjà, on a déjà eu les fameux cracks d'octobre, hein, l'octobre 87. Hein, voilà, on va pas raviver des mauvais souvenirs, ou même en 2008, hein, le mois d'octobre, c'était un très très mauvais mois. Donc attention tout de même à ce mois d'octobre qui pourrait apporter quelques surprises et qui pourrait apporter une correction pour ensuite le fameux rallye de fin d'année, hein, qui pourrait avoir lieu évidemment au mois de décembre. Mais attention toutefois, parce que les marchés sont quand même au plus haut et comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc, on devrait avoir une phase en tout cas, de prise de bénéfices sur les marchés qui pourrait intervenir là dans les prochaines semaines. Elle a d'ailleurs commencé d'ailleurs. Elle a commencé Et ça a déjà tout à l'heure commencé aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, Marc, pour terminer, je vais prendre une ou deux questions. Alors, j'ai une question un peu sur, on va dire, sur un peu de pédagogie. C'est comment, est-ce que tu sais comment est fixé le taux à 10 ans? Euh, C'est très simple. Le taux à 10 ans, tout simplement, c'est l'offre et la demande, hein. C'est-à-dire qu'en voilà. fait, autant on a le taux REFI, c'est-à-dire le taux de la Banque centrale, Mm. évidemment, qui est fixé par la Banque centrale européenne. Donc, c'est le taux directeur, comme son nom l'indique. Et après, sur les obligations d'État, donc c'est l'offre et la demande. Donc, il y a des adjudications qui sont faites. Et puis ensuite, Voilà. évidemment, ben, entre l'offre et la demande, le taux s'ajuste. Et Mm. après, il y a le marché de la revente. Parce que Mm. l'État émet des dettes primaires, va-t-on dire. Puis après, il y a le marché de la revente, donc le fameux taux 10 ans, hein, notamment, qui évolue. Et donc, effectivement, Et- il y a pour l'instant, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc c'est vrai que comme la France est toujours double A, ça passe encore. Donc il y a quand même de la demande pour la dette publique française. mm. Mais à partir du moment où elle va tomber en simple A, alors là, ça sera beaucoup plus compliqué. Et là, les taux d'intérêt risquent d'augmenter beaucoup plus fortement, puisque il y aura moins de demandes. Donc il y aura des offres de bons du Trésor français, mais pas beaucoup de demandes, enfin moins de demandes. Et surtout en 2025, parce que là, l'année 2024, c'est l'État français a émis 295 milliards d'euros, l'essentiel a été fait, mais pour l'année prochaine, 300 milliards d'euros, bah, il faut trouver des financements. Si on n'est plus double A, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, l'offre et la demande fera que les taux d'intérêt vont mécaniquement augmenter, parce que c'est un taux de marché, hein, qui évolue Voilà. heure après heure, hein, tout simplement. Mm. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande. Les autorités peuvent les influencer. Voilà, quand il y a une planche à billets, par exemple, évidemment, si on a la BCE qui achète massivement les bons du Trésor, on avait les taux d'intérêt même à zéro, voire même négatif à un moment, ce qui n'avait évidemment aucun sens. Mais là, aujourd'hui, comme la BCE aujourd'hui s'est un petit peu retirée, je pense que je la soupçonne d'intervenir quand même de temps en temps, quand même pour éviter que les spreads aillent trop loin. Mais néanmoins, elle ne peut plus agir comme en 2020-2022, avec sa planche à billets démentielle et qui nous a coûté très cher, malheureusement, et que nous allons encore payer quelques années. Donc là, c'est fini tout ça. Donc là, on a vraiment un taux de marché, donc Mm. une confrontation entre l'offre et la demande. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les maturités, hein, sur la courbe de taux, c'est fixé par l'offre et la demande. C'est des taux Bien de sûr, marché, quoi. Voilà. tout à fait. Euh, non, mais écoute, je reprends mon question sur le Bitcoin, mais ça, bon, de Il était toute complet. façon, pour savoir, je vais vous dire, je vais faire enfin, un podcast trimestriel la semaine prochaine où je vais parler un peu des crypto-monnaies et tout ça, donc vous aurez l'occasion Voilà, ça, je te de laisse ça, c'est savoir. pour toi, c'est ton domaine, ça. Voilà, T'aimes bien la crypto-monnaie. voilà. Eh bien non, si pas d'autres questions,
On va clôturer ce webinaire déjà Bah, déjà, c'était un plaisir. Voilà, on a un petit peu voilà. enfin, on a fait 1h10, donc voilà, Voilà. c'était complet. C'est-à-dire qu'il y C'était a un des peu choses plus à long que dire prévu, aussi. mais il y avait, il y avait de la matière. Il y a de la Il y a beaucoup matière. de choses à dire. Donc, Mm. pour conclure, il faut garder l'optimisme, mais il faut surtout être réaliste, hein. Je veux dire, on se doit d'être optimiste, mais soyons également réalistes. Là, c'est vrai qu'on est au devant de quelques mois, voire quelques trimestres un petit peu difficiles, voire très difficiles pour la France. Mais on s'en sortira, bien entendu, inévitablement. Il faut regarder la réalité en face. Et plus ça mettra du temps, plus on aura du mal, évidemment, à s'en sortir. Donc, voilà. Il faut mieux regarder la réalité en face, prendre les bonnes mesures, et à ce moment-là, on pourra sauver notre douce France. Et en attendant, on sera avec vous pour Mm. justement vous aider à rester prudent et à sortir par le haut de toutes les crises. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Marc, merci Avec plaisir, à merci à vous de vous. nous avoir Merci à toi et suivis à tous. et on se retrouve pour les podcasts Ah, et dès lundi prochain, on aura un dès lundi podcast, hein, prochain. enfin, ouais, Tout à lundi ou fait. mardi. Ouais, d'accord. Tout à Avec fait. plaisir. Allez, Bye. salut, à bientôt. À bientôt.